Avec cette feuille de route pour l'emploi, le gouvernement de Aziz Akhnouch vient de réécrire le récit de son mandat. Rappelons les faits d'abord. En 2021, l'exécutif promettait 1 million d'emplois. 3 ans plus tard, le bilan n'est pas bon. 24 000 pertes nettes en 2022, 157 000 en 2023 et une création nette de 82 000 emplois en 2024. Faites le calcul, le résultat n'est pas bon. Un solde négatif de 99 000 emplois perdus en 3 ans. Les chiffres sont têtus, alors que fait le gouvernement ? Eh bien, il change d'objectif. Désormais, on ne parle plus de 2026, mais de 2030. Comme si en prolongeant l'échéance, on pouvait faire oublier le passé et le présent. Si l'exécutif n'a pas pu créer 1 million d'emplois en 5 ans, pourquoi croire alors qu'il serait capable d'en créer 1,5 million en 6 ans ? Pourquoi la sécheresse est-elle toujours l'excuse de référence alors que les tendances climatiques sont connues de toutes et de tous ? Pourquoi parle-t-on d'emplois créés alors que dans les faits, il s'agit souvent d'emplois précaires subventionnés par l'État et non d'une véritable dynamique économique ? Ce n'est pas une simple erreur de prévision, c'est une tentative politique manifeste de masquer un échec en fixant des objectifs qui dépassent la durée du mandat actuel. En d'autres termes, le gouvernement de Aziz Akhnouch semble préparer l'après 2026 en laissant aux prochains dirigeants la responsabilité de justifier ces chiffres. Mais en attendant, les Marocains ne vivent pas en 2030, ils vivent aujourd'hui, en 2025, avec un chômage au-dessus de 13%, un pouvoir d'achat en berne et des promesses qui sonnent de plus en plus creux. Nous allons en parler ce matin avec vos 2 décodeurs du jour. Mustafa Al-Jay. Non, Mustafa Al-Jay n'est pas là, mais on le salue. 2 décodeurs du jour, Saïd Youssef et Taïb Aïs. C'est juste après le point info, à tout de suite. Les décodeurs d'Atlantique matin, en ce mardi 4 mars 2025. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 et je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Taïb Aïs à ma gauche, analyste économique, expert comptable. Bonjour, c'est Taïb. Bonjour, c'est Adil. Ramadan Mubarak, Saïd. Merci, bonjour, c'est Youssef. Et Saïd Youssef, professeur d'économie à l'université Hassan II de Casablanca. Bonjour, professeur. Bonjour, c'est Adil. Bonjour, c'est Taïb. C'est un plaisir. Ramadan Mubarak. Plaisir partagé. Ramadan Mubarak, Saïd, à toutes et à tous. L'emploi, voilà un sujet que nous avons abordé à plusieurs reprises, notamment avec vous, messieurs. On avait pris pour habitude d'en parler avec des chiffres et des objectifs fixés par l'exécutif à horizon 2026. Et là, qu'est-ce qu'on découvre à quelques mois des prochaines élections électorales, des prochaines échéances électorales, pardon. On a un nouveau cap avec de nouveaux objectifs, de nouveaux chiffres, 1,45 million d'emplois créés à horizon 2030. Déjà, on peut se poser la question de savoir pourquoi le gouvernement ou l'équipe gouvernementale actuelle, dont le mandat s'achève en principe en septembre 2026, se projette au-delà de cette échéance électorale. Ça peut nous étonner. Et puis, comme je disais en introduction, si les objectifs initiaux à horizon 2026 ne seront pas tenus, à savoir que le million d'emplois promis ne sera pas créé, pourquoi alors doit-on croire sur parole les responsables politiques qui nous promettent des créations massives d'emplois à horizon 2030 ? Je commence par Taïb Aïs. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela ? Écoutez, c'est une mauvaise manœuvre politique que de dire, au lieu de présenter un bilan donc des 5 ans du gouvernement, de lancer en fait un autre objectif sur 2030 et de doubler en fait, d'en rajouter, au lieu de créer 1 million à l'horizon 2026, on va en créer 1,5 million en 2030. Donc effectivement, c'est une façon en fait de faire oublier l'objectif qui a été fixé pour ce mandat. En 2026, donc il y aura les élections, et donc au lieu de présenter donc un bilan et une évaluation et des responsabilités, on va dire non, en fait, finalement, on va faire mieux en 2030. Okay. Et oui, ça peut marcher peut-être, à condition que les Marocains aient une mémoire de poisson rouge. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, heureusement. Donc, je ne comprends pas, en fait, le conseiller qui a conseillé cette manœuvre politique, parce qu'en fait, ça risque de ne pas marcher et ça risque en fait de faire des dégâts au niveau politique. Alors, au-delà de la manœuvre politique, sur le plan en question, j'imagine que vous avez vu un petit peu les grands axes de cette nouvelle feuille de route présentée. Est-ce que,
compte tenu de ce qui a été présenté, vous estimez que ces objectifs, malgré tout ce qu'on peut dire sur la manœuvre politique, que ces chiffres sont ambitieux et peuvent être atteints si les bons leviers sont activés. Oui, en fait, les chiffres, on peut atteindre n'importe quel chiffre à condition justement qu'on mette une véritable politique, une véritable stratégie avec des outils, avec des repères, avec des indicateurs chiffrés, avec une feuille de route claire et nette, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est exactement ce qui a été fait en 2021 avec donc, le million qui a été annoncé. Donc, au lieu d'en créer, on en a détruit. Donc, en fait, il n'y a aucune vision, même à l'horizon 2030, qui augure de bons résultats. En revanche, si on avait annoncé en 2021 une stratégie qui allait jusqu'à 2030, ou même 2031 sur 10 ans, ça aurait du sens. Ça aurait du sens en se disant, sur 10 ans, on va faire ceci, cela, etc., avec évidemment un certain nombre d'outils concrets et de stratégies, de mesures concrètes, justement pour arriver à ce résultat. Mais venir en 2025 et de prolonger encore davantage, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui a changé par rapport à 2021 ? Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui a été mis en œuvre ? En plus, est-ce qu'une analyse critique a été faite sur ce mandat? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé à 1 million de création d'emplois? Au lieu de cela, on en a détruit. Qu'est-ce qui a été fait? Aucune analyse sérieuse, justement, qui n'a été faite, justement, pour dire exactement qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé à cela. Alors, pas d'analyse peut-être assez sérieuse de votre point de vue. En tout cas, moi, il y a eu des justifications de la part des responsables. Pas des justifications, non, une analyse. Laissez-moi juste terminer. Il y a eu des justifications de la part des responsables gouvernementaux qui, pour expliquer ces mauvais chiffres, ramenaient à chaque fois l'argument ou la carte de la sécheresse, et des conditions climatiques très peu favorables. C'est trop simple, en fait. Oui, je ne fais que rappeler des faits. Après, vous faites le commentaire que vous voulez. Si Saïd Youssef, qu'est-ce que vous pensez, vous, de tout ça? Pour moi, il est intelligent toujours de fixer des objectifs. Je comprends bien qu'on a fixé un chiffre d'1,45 million pour 2030. On veut un peu rappeler le grand challenge de l'organisation de la Coupe du Monde. Mais à mon sens, il a fallu tout d'abord présenter un diagnostic. Pourquoi on a atteint cette situation catastrophique? Il faut comprendre déjà qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, on sait bien que lorsqu'on veut attaquer une maladie, on commence par un diagnostic. Et donc, un diagnostic, certes politique, un diagnostic économique s'impose aujourd'hui. On remarque bien que les solutions proposées restent classiques, relèvent de ce qu'on a déjà essayé. Il n'y a rien d'original, il manque d'innovation. Et je suppose que ce qu'on a projeté comme objectif, il est louable, mais il faut mettre la bonne politique pour le mener à bien. J'ajouterais quand même que lorsqu'on met 2030, il faut nous communiquer déjà comment atteindre ces 1,45 million de façon chiffrée. Par quelle politique de suivi? Les moyens, c'est vrai, sont là parce qu'on sait bien que dans le domaine de l'emploi, on ne crée pas de l'emploi uniquement par des budgets, comme on l'a projeté de 14 milliards de dirhams. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, on doit réviser notre vision de l'emploi et croire, une fois pour toutes, que le chômage relève de l'économique. Et pour régler un problème économique, il faut attaquer la machine économique. Et ici, c'est la croissance. C'est le mode opératoire de l'économie. C'est la relation entre le privé et le public. Et la solution nécessite beaucoup d'innovation. Et c'est ce qui manque à mon sens aujourd'hui dans le programme actuel. Alors, en parlant du secteur privé des entreprises, on en a parlé la dernière fois avec vous. Pour 2025, il y a un budget de 15 milliards de dirhams qui a été alloué dans le cadre de ce plan pour l'emploi. 14. Non, ça a augmenté. Ils ont rajouté 1 milliard entre-temps. Oui, là, on parle de 15 milliards pour 2025. Et sur ces 15 milliards, il y a au moins 12 milliards qui sont destinés aux TPME pour soutenir l'investissement des TPME. Est-ce que ça va dans le bon sens des mesures à prendre, ou est-ce que ça, comme vous l'avez dit, ça reste des mesures classiques qui n'ont pas fait leurs preuves et qui ne feront pas leurs preuves? Donner de l'argent pour soutenir de l'économie, ça a été toujours une bonne chose. Mais il faut asseoir derrière une politique claire qui intègre toutes les sphères économiques. La croissance économique par la Bostay, il faut des secteurs économiques dynamiques. Il faut un cadre administratif transparent qui assure le partage de l'information, mais aussi qui sécurise les transactions.
Actuellement, c'est vrai, le gouvernement a mis les moyens, ça c'est une très bonne chose, on doit le noter quand même, mais à mon sens, on doit faire beaucoup d'innovation en matière de création de l'emploi et de création de la richesse. Et comment on doit répondre à une grande question, comment dynamiser l'entreprise et comment encadrer et intégrer le privé dans la création de la richesse. Et c'est un grand débat qu'il faut mener. Et d'ailleurs, le tableau, il est là, on a toujours cette problématique du secteur informel, on a toujours cette problématique de l'emploi qui est précaire, la fuite des cerveaux. Donc le tableau, il est là. Il faut attaquer ces symptômes pour trouver la bonne solution économique. L'argument de la sécheresse et l'argument climatique de façon générale, c'est vrai qu'il a été utilisé à tort et à travers au cours des dernières années pour justifier tous les mauvais résultats, notamment économiques. Bon, on ne va pas se voiler la face, c'est une réalité. Ça fait au moins 6-7 ans qu'on traverse une période très compliquée avec une sécheresse très impactante sur la vie des gens de façon globale et sur les indicateurs macroéconomiques du pays. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est suffisant pour justifier tout le reste? Autrement dit, est-ce que l'argument qui est avancé à chaque fois pour expliquer les mauvais résultats, à savoir la sécheresse et les indicateurs climatiques, la conjoncture climatique plutôt, est-ce que c'est un argument valable? En fait, ça aurait été un bon argument valable si il vient de tomber aujourd'hui. En revanche, comme vous l'avez souligné, on savait déjà depuis 6-7 ans qu'on est rentré dans une phase de sécheresse aiguë au Maroc, qui n'est plus... C'est devenu une donnée structurelle. C'est devenu une donnée structurelle qui n'est plus conjoncturelle, mais structurelle. Donc en 2021, quand on avait annoncé ce programme gouvernemental, on savait pertinemment que nous sommes dans une période de sécheresse. Donc il aurait fallu en tenir compte. Et là, justement, parmi les choses qu'il va falloir commencer à faire, c'est déjà d'analyser et de critiquer les bases sur lesquelles le programme gouvernemental s'était basé en 2021. Quelles sont les hypothèses qu'on avait prises et quels sont les outils qu'on avait pris déjà sur lesquels on allait mettre en place donc, cette stratégie. Et critiquer donc, ce travail méthodologique. Les hypothèses sont toujours les mêmes. Justement. J'ai commencé à apprendre par cœur la phrase qui dit que sous l'hypothèse d'une année, d'une campagne céréalière normale, alors on parle de 80 millions de quintaux, 60 millions, ça dépend, chaque année ça dépend. Oui. Mais les hypothèses n'ont pas changé. Hein. Oui, justement, en fait, effectivement, on avait toujours parlé de 85 millions de quintaux, alors qu'on est tombé à 34. Donc déjà, vous voyez, il y a un grand gap. Donc en fait, on savait pertinemment... Est-ce qu'on peut prévoir l'avenir? Et bien sûr, en fait, il y a des choses qui sont prévisibles. La pluviométrie, vous ne pouvez pas la prévoir. Mais si, quand on rentre dans une phase, le Maroc, dorénavant, il est rentré dans une phase de sécheresse. On espère que l'année prochaine sera meilleure, que la pluviométrie va augmenter. Et ça, vous n'en savez rien. Mais les politiques ne se basent pas sur le hasard. Donc les politiques... Oui, mais au Maroc, gouverner, c'est pleuvoir. Vous le savez très très bien. Oui, mais avant, mais maintenant... Même encore aujourd'hui, regardez. Non. En fait, justement, aujourd'hui, gouverner, c'est innover, trouver des solutions dans le cadre d'une situation de sécheresse généralisée. Nous savons pertinemment que l'Afrique du Nord et même la Méditerranée connaît une situation de sécheresse généralisée qui va s'accentuer d'année en année. Ça, c'est une donnée. Donc c'est une donnée que tout le monde connaît, même au Maroc, en Espagne, en France, en Italie, en Algérie, en Tunisie, etc. Donc c'est exactement la même problématique. Donc, il faut en tenir compte. Donc, il ne faut pas rêver. C'est bien de rêver, de lancer des souhaits. Donc, ça, c'est pas des stratégies, c'est des souhaits. On souhaite que... C'est bien, mais les politiques, ça se base sur des choses concrètes, ça se base sur des données, ça se base sur un certain nombre de choses qu'il aura fallu mettre en place. Nous avons toute l'innovation qu'il va falloir faire. Il y a toute l'économie numérique qu'il va falloir développer. Il y a la technologie, il y a la recherche et le développement. Il faut profiter de la jeunesse marocaine qui est là, qui ne cherche qu'à travailler. Donc il faut en profiter. C'est la véritable richesse du Maroc. Il faut la faire travailler. Nous avions fait un travail extraordinaire sur l'amélioration de l'environnement des affaires au Maroc entre 2012 et 2021. Et on a arrêté ce travail. Il y avait tout un travail qui a été fait justement pour améliorer l'environnement des affaires au Maroc. On avait encouragé la petite et la très petite entreprise en mettant en place un système donc, fiscal qui favorise la petite entreprise avec 10% de l'IS. Au lieu d'aller dans ce sens et d'encourager encore davantage la petite entreprise
entreprises, la très petite entreprise, qu'est-ce qu'on a fait? On a relevé l'IS en passant de 10 à 20%. Voyez, donc on avait créé un cadre de l'auto-entrepreneur, on est revenu dessus, on avait créé un certain nombre de choses qui allaient dynamiser justement l'économie, à faire travailler les jeunes, sortir donc les jeunes de la précarité, de l'économie informelle, justement pour les formaliser. On est revenu sur cela. Il y avait un certain nombre de programmes qui étaient lancés, et notamment de lois cadres qui ont été lancées dans l'ancien gouvernement, notamment la réforme fiscale, rien encore n'a été fait pour augmenter justement, améliorer l'environnement des affaires. La restructuration, il y a une loi cadre sur la restructuration des entreprises publiques, ça a été gelé. Il y a une loi qui a été lancée, la loi 55-19 sur la simplification des procédures, ça a été gelé également. Il y a une réforme de l'éducation et de la formation, ça a été une loi cadre, ça a été gelé également. Donc il y a un certain nombre de lois. Il y a une loi sur l'enrichissement illicite qui a été également gelée. Donc, vous voyez, donc il y a tout un ensemble de lois. Cette loi, en l'occurrence, on en a parlé. Qui était justement... Lors de la publication des derniers indicateurs de la corruption au Maroc. Exactement, donc ça a été gelé. Oui. Et donc tout cela au lieu justement... Regardez l'horloge qui se trouve à votre gauche, il est 9h01. Je ne vous ai pas interrompu, je me suis dit, bon, il va s'en rendre compte et il va arrêter de lui-même. Mais non, en fait, je suis obligé de vous arrêter pour que vous vous arrêtiez. Il y a une heure qui a été réduite. Oui, mais il y a des choses qui ne changent pas. Et à 9h, on donne la parole à Mourad Baba pour le journal. Il est 9h01, on a légèrement débordé. Le point info, et on se retrouve juste après pour la suite du débat, tout de suite. Et Taïeb Aïs, on parle ce matin de ce nouveau plan pour l'emploi, de cette nouvelle feuille de route pour l'emploi qui se projette à horizon 2030. Et on est en train de discuter des tenants et aboutissants de ce plan. Je vous ai interrompu tout à l'heure, Taïeb Aïs, parce que vous avez débordé. Vous avez interrompu à juste titre. Alors, soit je donne la parole maintenant à Saïd Youssef, ou soit je vous redonne la parole avec son accord, bien évidemment. Je vous laisse gérer, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, mais terminez ce que vous étiez en train de dire, après je donne la parole à Saïd. Rapidement, donc, en fait, je disais qu'il y avait un certain nombre de lois cadres qui avaient été faites par l'ancien gouvernement, qu'il fallait justement mettre en place. C'est des outils sérieux pour justement travailler et redresser l'économie, notamment l'amélioration de l'environnement des affaires au Maroc, notamment la restructuration des entreprises publiques au Maroc, qui est un grand chantier sur lequel il va falloir travailler, notamment justement la finalisation de la couverture sociale, qui normalement, la loi cadre de 2020 prévoyait justement qu'il devait être achevé en 2025. Nous sommes en 2025. On n'a pas encore atteint tous les objectifs. Et la loi cadre sur la formation et l'éducation, qu'il va falloir mettre en place justement pour arriver à cette adéquation entre la formation et le marché du travail. Et bon, il y a la simplification des procédures justement pour neutraliser l'aspect bureaucratique dans tout ce qui est procédure administrative, justement, avec la loi 55-19 qu'il va falloir mettre en œuvre. On avait commencé justement à la mettre en œuvre, mais on a arrêté. Donc il y a énormément de chantiers qui étaient structurants, qu'il va falloir travailler sur les 4 années. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et ces chantiers allaient justement créer une dynamique qui allait redresser l'économie et créer de la croissance et qui va créer de l'emploi. Je vais faire un focus sur cette question de l'inadéquation entre la formation prodiguée de façon générale et les débouchés du marché de l'emploi. On en a parlé avec vous la dernière fois, si Saïd Youssef, et vous avez, de mémoire, vous avez évoqué l'exemple allemand en matière de formation, et vous disiez qu'on devrait, entre autres, s'inspirer de ce qui marche sous d'autres cieux, notamment ce modèle allemand qui favorise plus la formation professionnelle, des formations relativement courtes. On n'est pas sur des cycles très longs, on est sur des cycles de 2-3 ans, mais avec des débouchés immédiats pour les entrants sur le marché du travail. Est-ce que de ce que vous voyez aujourd'hui, on se dirige vers ce type de modèle? On a annoncé une réforme de l'ANAPEC, une nouvelle façon de voir la formation dans le cadre de ce plan. Est-ce que vous voyez les prémices, on va dire, de ce modèle-là, ou est-ce qu'on en est encore très très loin? Il est clair que la problématique de l'emploi, il y a une facette formative. C'est-à-dire, au niveau de la formation, il y a des dysfonctionnements. Donc, parmi tous les consultants, les experts parlent de cette inadéquation
entre la formation et l'emploi. Et donc, il faut passer à l'action. Mais lorsqu'on parle d'un changement de modèle, on ne doit pas uniquement se limiter à l'ANAPEC parce que la solution doit être systémique. Parce que lorsqu'on parle de la formation, c'est l'université, c'est les grandes écoles d'ingénieurs, c'est l'office de la formation professionnelle. Et donc, il faut qu'il y ait un rapprochement entre le milieu de formation et les besoins professionnels, surtout des secteurs innovants. Et d'ailleurs, on avait parlé du modèle allemand qui est parfaitement modèle dual, c'est-à-dire que l'étudiant passe une bonne partie de son temps en entreprise, il est en pleine formation. C'est un peu ce qu'on avait toujours fait depuis des années sur le système M'Alem, avec M'Alem en quelque sorte. Il y a quelques années, dans les beaux jours aujourd'hui de l'artisanat marocain, c'est grâce à cette politique parce qu'il y a des apprenants. La transmission. C'est la transmission. Donc maintenant, c'est de la bonne formation, tout simplement. Si on veut faire le parallèle avec d'autres secteurs, notamment industriels. C'est de la formation pratique. Voilà. Et donc aujourd'hui, si on veut vraiment résoudre cette problématique d'emploi, on doit avoir un système de formation qui permet d'avoir des lauréats capables de passer à l'action. Deux, et d'ailleurs, c'est toujours dans ce temps qu'on parle d'emploi. En 2025, la Chine a un grand projet, ce qu'on appelle des Made in China. Et d'ailleurs, c'est le cheval de bataille de la croissance et de la création de l'emploi. Et aujourd'hui, le Maroc doit faire la même chose. Si on prend le modèle chinois, ils veulent une stratégie industrielle ciblée, basée sur la technologie, sur la voiture électrique et sur la technologie innovatrice. Et donc, le Maroc, à mon sens, doit aller dans ce sens. Si on veut créer de l'emploi, on part de la formation, mais on sait bien que pour créer de l'emploi, on a besoin de secteurs industriels innovants. Et pour avoir un secteur industriel innovant, on doit mettre le point sur un élément important, c'est le manque de terrain industriel. Si on veut investir au Maroc aujourd'hui, il y a, c'est vrai, des zones d'accélération industrielle, mais ce n'est pas suffisant. Au contraire, le contraste, c'est aujourd'hui dans certaines grandes villes du Maroc, on est en train de démolir des zones industrielles et de les transformer en zones résidentielles. Donc il faut faire le bilan. Est-ce qu'on est dans une stratégie de création de l'emploi ou encore on veut bloquer l'emploi? Répondre à une grande question, est-ce que l'emploi relève du structurel? Oui, ça relève du structurel, ça relève du modèle économique choisi par le Maroc. Et donc il faut une solution radicale qui touche les mécanismes fondamentaux de l'économie marocaine. Taïb, sur cette question de la formation, quel est votre point de vue? Bien sûr, la formation, c'est capital. Donc, on ne peut pas faire un développement sans formation. La véritable richesse du Maroc, c'est finalement ces jeunes, c'est finalement... humain. C'est le facteur humain, effectivement. Donc, il va falloir justement former et bien former. L'école marocaine forme bien en général. Mais maintenant, l'école marocaine a déjà formé des cadres de haut niveau. Mais maintenant, il ne faut pas la casser, il faut l'entretenir, il faut l'améliorer. Justement, surtout, là où le bas blesse parfois, c'est qu'elle forme bien globalement. Ça dépend des filières et de ce qu'on entend par la formation. Mais surtout, elle doit former des gens qui puissent travailler rapidement. Ce qui fait défaut souvent. Exactement, c'est ce que disait Céus tout à l'heure. Effectivement, il va falloir avoir cette adéquation entre la formation et le monde de travail, justement par une collaboration directe, avec des liens directs entre l'université et l'entreprise. Et la recherche et le développement, ce qui est un thème très très important, et justement la recherche et le développement, ça se fait entre ces deux secteurs, entre l'entreprise et l'université. Voilà. On va marquer une petite pause, il est 9h15, Karim Droné nous a rejoint pour le point info et on se retrouve juste après pour la suite du débat. On va parler d'un accord commercial avec nos amis égyptiens. Et je vais essayer de voir avec vous si on est dans une coopération win-win entre les deux pays ou est-ce que l'Égypte et le Maroc se voient toujours comme des concurrents régionaux, notamment dans certains secteurs et sur certaines filières. Le point info avec Karim Droné, à tout de suite. Atlantique Radio. Merci, vous revenez tout à l'heure pour le journal de 9h30 et on poursuit nous avec Saïd Youssef et Taïb Aïs, notre émission du jour. Et on va passer au deuxième sujet programmé aujourd'hui. C'est cet accord conclu entre le Maroc et l'Égypte qui ont donc décidé récemment de renforcer leur coopération économique et surtout commerciale avec la création d'un mécanisme baptisé Fast Track qui vise à faciliter les exportations marocaines vers l'Égypte. C'est un accord qui a été conclu entre Riyad Mzour, le ministre de l'Industrie et du Commerce, et son homologue égyptien. Alors pourquoi cet accord a été conclu? C'est ça qui est intéressant, c'est parce que
récemment, on a assisté à un blocage de certaines exportations marocaines vers l'Égypte, notamment des produits de la filière automobile, de l'industrie automobile marocaine. Et donc, c'est la raison pour laquelle cet accord a été conclu. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, parce que ça fait écho, quand j'ai vu un petit peu cette actualité récemment, je me suis remémoré automatiquement l'épisode avec l'ancien ministre de l'Industrie, Moulay Hafid Alami, qui avait tapé du poing sur la table vis-à-vis de certaines pratiques de nos amis égyptiens. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que l'Égypte doit être perçue côté marocain comme un allié commercial, économique, un partenaire, ou comme un concurrent sur certaines activités, dans certains secteurs et certaines filières? Qu'est-ce que vous en pensez? Taïb Aïs. En fait, le Maroc et l'Égypte auraient pu être de très très bons partenaires économiques si les deux parties respectent les règles de ces accords. Il y a des accords de libre-échange entre les deux pays. Mais ce qui se passe en fait, c'est que côté marocain en général, ça se passe très très bien. Mais côté égyptien, il y a ce qu'on appelle des barrières non tarifaires. Même si vous n'allez pas payer le droit de douane, mais quand votre marchandise arrive au port, aux différents ports donc d'Égypte, on va vous mettre énormément de barrières non tarifaires. Ça veut dire on va bloquer la marchandise, on va faire des analyses, on va faire ceci, cela, etc. Un certain nombre de choses. Et finalement, votre marchandise est bloquée et vous n'arrivez pas à accéder au marché. Quoique, il y a des accords, effectivement, qui font ce libre-échange. Ça a été appliqué au Maroc, malheureusement, depuis des années, notamment sur les voitures, en prétendant que les voitures marocaines ne sont pas, en fait, le taux d'intégration n'a pas atteint un certain niveau de 50%, de 60%, voire même plus. Et donc en disant que finalement, ce n'est pas des voitures marocaines, c'est des voitures on ne fait que le montage au Maroc avec 30%, au moins de 30% donc d'intégration au Maroc. Et donc on les bloque en disant que ce ne sont pas des voitures marocaines. Donc voilà, c'est le genre de barrière non tarifaire. Et non justifiée. Et non justifiée, effectivement. Donc là, ça pose un grand problème pour les marchandises marocaines et pour les hommes d'affaires marocains qui travaillent avec l'Égypte. En revanche, lorsque les marchandises égyptiennes arrivent au Maroc, en général, ça se passe très très bien, donc il n'y a pas de souci. Donc là, c'est le premier problème et la première grande problématique. La deuxième grande problématique, c'est déjà au niveau de la structuration de l'économie marocaine et égyptienne. Vous savez que déjà au Maroc, le coût de l'énergie est très très élevé par rapport à l'Égypte. Deuxièmement, il y a de grandes subventions en Égypte d'un certain nombre de secteurs qui exportent, ce qui fait qu'il y a une sorte de dopage en fait des produits égyptiens par rapport aux produits marocains, ce qui fait que si on continue de cette façon, on va casser l'industrie marocaine qui n'a pas les mêmes protections. Donc là, il y a un problème à ce niveau-là également qu'il va falloir travailler. Si justement cet accord, qui est une bonne chose, peut-être, j'espère qu'il va réussir avec l'intervention de Semzour qui fait du bon travail à ce niveau-là. Donc le fast track, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va faciliter l'entrée donc des marchandises marocaines sur le. Surtout, ça permet un suivi minutieux et précis des échanges commerciaux entre les deux pays et d'identifier rapidement des blocages ou des problèmes pour les régler rapidement. Oui, exactement. Mais le fast track, ça veut dire en fait que la marchandise marocaine va circuler, va entrer rapidement sur le marché égyptien, justement en limitant ces barrières non tarifaires. J'espère que ça va se faire, mais on aurait pu éviter tous ces mécanismes si tout simplement les accords ont été respectés, les accords d'Agadir notamment ont été respectés justement avec les accords de libre-échange, ce qui n'est pas malheureusement le cas encore aujourd'hui. Professeur Saïd Youssef. On parle, revenons un peu au contexte, on parle des accords d'Agadir 2004. On parle des accords avec la Jordanie, l'Égypte, Tunisie, Maroc. On a signé en 2004. On commence à rencontrer des problèmes en 2024, 2025 et un peu avant. On doit déjà expliquer une chose fondamentale. Dans tous les accords de libre-échange signés avec ces pays, le Maroc est déficitaire. C'est-à-dire qu'on importe plus qu'on exporte vers ces destinations. Donc, diagnostiquons un peu la situation. Ça veut dire qu'on signe des accords et après, il n'y a pas de suivi de façon permanente des situations de chaque accord. Donc, il a fallu attendre 2024 avec l'Égypte à ce que cette dernière bloque les voitures made in Morocco pour des raisons techniques, chose que le Maroc refuse.
Et on décide, en contrepartie, le Maroc décide de bloquer aussi les importations égyptiennes. Donc, maintenant, il y a une solution. C'est vrai, il y a une procédure accélérée pour les exportations marocaines. C'est une bonne chose. Mais il ne suffit pas de mettre des procédures. Il faut qu'il y ait un suivi continu, permanent, des relations bilatérales, surtout de libre-échange. Le même scénario aujourd'hui, on ne doit pas l'oublier, et avec la Tunisie. Avec la Tunisie, on est en déficit commercial. Avec la Turquie, c'est la même chose. Avec la Tunisie, il y a d'autres problèmes politiques à régler aussi. Oui, mais parlons de l'économique. Lorsqu'on signe un accord de libre-échange, c'est pour booster l'économie nationale. C'est pour le respecter surtout. Si vous ne le respectez pas... C'est win-win. Hein. Ouais. On n'est pas dans le cas de figure. Voilà. Et à mon sens, aujourd'hui, ces accords de libre-échange, il faut les communiquer déjà à nos partenaires économiques et aux acteurs économiques marocains. 2, faire un bilan réel de ce qui se passe secteur par secteur et évaluer les dégâts sur l'économie marocaine. Parce que n'oublions pas, l'accord de libre-échange avec la Turquie a provoqué la fermeture de beaucoup d'usines du textile à d'habillement au Maroc. Aujourd'hui, l'industrie de l'agroalimentaire et de certaines industries chimiques souffrent avec les importations égyptiennes. Et donc, ce qui est fait actuellement par l'actuel ministre Mzouri, M. Omar Hajera, c'est ça, le secrétaire d'État, c'est une bonne chose, mais généralisons ça et évaluons tous les accords et essayons de voir, parce qu'un accord de libre-échange mal géré est une hémorragie pour l'économie nationale. Pour une économie nationale, et d'ailleurs on parle de l'emploi, c'est lié. On ne peut pas signer des accords pour détruire l'emploi. On ne peut pas signer des accords pour transformer notre économie en entreprise où on fait de la simple importation. Donc vigilance extrême. Ce qui est fait actuellement avec l'Égypte, c'est une bonne chose. Il faut mettre les points avec les i, avec le point sur les i sur ce dossier, qui est un dossier qui est brûlant. Mais on doit contrôler aussi les autres accords de libre-échange qui sont beaucoup Après, bon, ça ne représente pas une part très importante des échanges commerciaux du millions Royaume avec... c'est peanuts par rapport à d'autres partenaires. Mais pourquoi? Je trouve que c'est intéressant d'en parler, parce qu'on a pris pour habitude, lorsqu'il s'agit de parler des relations commerciales du Maroc avec son environnement régional et international, on parle des partenaires principaux, l'Union européenne, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un élément que vous avez évoqué, Taïb Aïs, à savoir que ces pays-là, ces pays qui nous ressemblent d'une certaine façon, on parle de l'Égypte, l'Algérie on met de côté, mais la Tunisie, les pays d'Afrique subsaharienne, souvent on a des économies qui peuvent être assez complémentaires, mais dont le plein potentiel n'est pas exploité au maximum. Et c'est la raison pour laquelle je voulais parler de la relation économique et commerciale qu'entretient le Maroc avec un pays comme l'Égypte, pour voir peut-être ce qui nous manque ou ce qui nous empêche de booster davantage les échanges économiques et commerciaux dans une relation et dans une vision win-win, bien évidemment. En fait, la problématique, c'est que déjà, en parlant de l'Égypte, déjà, nous avons un déficit commercial aigu. Nous avons, même au niveau des investissements étrangers, les investissements étrangers marocains en Égypte sont supérieurs aux investissements égyptiens en Maroc. Et en fait, la balance commerciale entre le Maroc et l'Égypte, c'est entre 1 et 70 en faveur de l'Égypte, de 1 à 70. Mais évidemment, au niveau donc des échanges commerciaux avec l'Égypte, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais c'est la matière en fait qui pose un peu problème. Pour les échanges... Mais la question c'est qu'est-ce qui doit être fait pour booster ce volume d'échanges qui est pas dérisoire, mais qui n'est pas très important. Voilà, j'y arrive justement. En fait, notre problématique, c'est que le Maroc, l'Égypte et tous les pays du Sud avaient été victimes en fait de la distribution internationale de travail entre les pays du Nord développés et les pays du Sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les pays du Sud, du Nord qui avaient colonisé les pays du Sud pour la plupart, avaient orienté les économies du Sud, Afrique, Amérique latine, etc., vers la production des matières premières, la production de l'agriculture et un certain nombre de productions à faible valeur ajoutée. Et donc finalement, on est tous concurrents. En quelque sorte. Donc, ce qu'il va falloir faire, justement, pareil à ce que tu viens de dire, c'est de sortir, justement, de cette distribution donc mondiale du travail
et donc de restructurer nos économies pour justement être des économies industrialisées et complémentaires entre les pays. On a énormément de choses à voir avec l'Égypte et en tant que pays partenaire et complémentaire au niveau de l'économie. On peut faire énormément de choses. Ils ont un potentiel très très important. C'est un marché qui dépasse les 100 millions d'habitants avec une forte progression donc, de la population. Le Maroc également présente un certain nombre de facteurs qui sont très très importants. On aurait pu faire un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Mais justement, en restant... Dans certains secteurs, on est concurrents. Oui, justement parce que justement la distribution internationale du travail fait qu'on est concurrents. On produit la même chose pour le Nord. Alimentaire, exactement. Le tourisme, on est des destinations concurrentes. Justement parce que justement on a été fait de façon, on a été formaté de façon à ce que on soit un marché pour les Européens, pour les pays du Nord. Donc il va falloir sortir de ce cadre pour justement créer un nouveau cadre entre nos différents pays. Saïd Youssef. Au-delà de l'accord avec l'Égypte, parce que si on met le focus uniquement sur l'accord avec l'Égypte, on présuppose que les autres conventions marchent agréablement. Prenons même le modèle, l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Le Maroc ne tire pas vraiment profit de ce grand marché. On parle des États-Unis. Donc ça, c'est que veut dire quoi? On signe des accords. Il est plus symbolique qu'autre chose, cet accord. Parce on signe des accords, malheureusement. Ouais. Mais on ne sensibilise pas suffisamment les acteurs économiques pour développer les exportations vers ces marchés. Il y a un problème de communication aussi. N'allez pas rappeler à Donald Trump qu'on a un accord de libre-échange signé avec les Américains, il est capable... Avec le Maroc, c'est autre chose. En fait, il est 9h30. En 30 secondes. La plupart des accords de libre-échange signés par le Maroc sont déficitaires, sauf les accords avec les pays africains. Donc c'est uniquement avec les pays africains qu'on est un petit chouïa positif. Sinon, pour les restes, on est négatif parce que justement, nous avons un problème de notre outil de production industrielle. Merci Taïb Aïs, merci Saïd Youssef. Toujours un plaisir d'échanger avec vous, de vous accueillir. Je vous souhaite un très bon Ramadan. Ramadan Mubarak. Merci à vous, Ramadan Mubarak. Et au plaisir de vous retrouver prochainement pour d'autres émissions. Karim Droni revient dans quelques instants pour le Point Info.